Je vais mettre devant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom de la présidente de la Bibliothèque nationale de France, Laurence Angèle, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je suis ravi, la bibliothèque, je ne vais pas parler en son nom, est ravie d'accueillir cette soirée, ces témoignages qui font écho à ce qui s'est passé la semaine dernière, le 6, à la Maison d'Isieux, où nous avions de manière conjointe... Oui, venez, je vous en prie. Oui, où il y avait conjointement la commémoration du 6 avril 1944 et l'ouverture de l'exposition Couleurs de l'insouciance. Oui. Très bien. Je vais donc très rapidement, le temps étant compté et les séquences enchaînant, je vais rapidement passer la parole à Richard Chetly et aux intervenants et vous dire que les interventions de la salle se feront à la toute fin de la séance et non pas entre chaque séquence. Là encore, c'est pour une question de gestion du temps qui est un peu au chausse-pied ce soir. Voilà, merci à vous, merci Serge Klarsfeld, merci Beate Klarsfeld, merci à vous tous. Mais vous êtes nos invités d'honneur et nous sommes très honorés de vous avoir ici. À vous. Voilà. Merci beaucoup François. Bonsoir messieurs, dames, bienvenue. Il faut vraiment, j'ai l'impression que c'est très fort. Bon, vous me direz si c'est trop fort, vous me faites signe. Bienvenue dans ces locaux de la BNF. Nous allons passer une soirée consacrée au dessin, essentiellement au dessin des enfants de la colonie d'Isieux. Alors certains connaissent déjà cette histoire, mais pas forcément tout le monde. Donc nous allons vous proposer de remonter un petit peu le temps, de vous raconter l'histoire de cette colonie, de vous expliquer comment, pendant la durée de l'existence de cette colonie en 1944 dans le département de l'Ain, comment ont été produits beaucoup de documents, de photos, de dessins, comment ils ont été récupérés et comment ils sont aujourd'hui conservés par la Bibliothèque nationale de France. Voilà. Donc je vais distribuer un petit peu la parole au fil de la soirée à nos intervenants. Et à chaque fois, je ne veux pas faire une présentation globale maintenant, ça va être un peu fastidieux. Donc je vais les présenter à chaque fois qu'ils interviennent, si vous le permettez. Je remercie bien sûr la présence de Maître Klarsfeld qui est avec nous, avec Beate Klarsfeld, qui sont présents et qui vont nous parler bien sûr de l'importance de ces documents dans un instant. Je vais céder tout de suite pour commencer cette soirée la parole à Dominique Vidot, qui est le directeur de la Maison d'Isieux, c'est-à-dire du musée mémorial d'Isieux, qui a été inauguré en 1994, qui à l'époque avait fait l'objet un peu comme ces bâtiments d'ailleurs, du programme des grands travaux de François Mitterrand, qu'il avait intégré dans ses programmes de grands travaux. Et donc cette maison a été inaugurée, ce musée mémorial a été inauguré en 1994. Depuis, il s'y passe beaucoup de choses, vous allez le comprendre. Et donc Dominique Vidot, son directeur, va nous expliquer, va nous faire un petit peu un condensé de l'histoire de la colonie d'Isieux avant que nous parlions des dessins et de la production des enfants dans ce lieu. Dominique, à vous la parole. Merci. Alors, la colonie d'Isieux, la colonie des enfants d'Isieux, officiellement, elle est créée en mai 1943 sous le nom de colonie d'enfants réfugiés de l'Hérault. Parce que les premiers enfants à être venus se réfugier à Isieux provenaient de la région de Montpellier. C'était des enfants qui avaient été sortis des camps d'internement de Rivesaltes et d'Agde pour la plupart des enfants. Et ils avaient été sortis de ces camps par Sabine Zlatin et son mari, Miron, qui travaillaient pour une organisation de sauvetage d'enfants qui s'appelait l'OSE, œuvre de secours aux enfants, une organisation juive qui avait été créée en Russie au XIXe siècle, puis qui avait transféré son siège après la Révolution à Berlin, et puis qui, de Berlin, après 1933, avait transféré de nouveau son siège en France. Et de Paris, ensuite, après la défaite de juin 40, eh bien, le siège de l'OSE avait été transféré à Montpellier. Voilà pourquoi Sabine Zlatin, qui s'était elle-même réfugiée avec son mari du nord de la France dans le sud, avait décidé de s'engager dans le sauvetage des enfants. Et à partir donc de la fin de l'année 41 et surtout à partir de 42. Et Sabine Zlatin, comme d'autres, beaucoup d'autres,
hein, et d'autres organisations d'ailleurs aussi. Il n'y avait pas que l'OSE qui travaillait dans les camps à essayer de sauver les enfants. Il y avait aussi les Quakers, il y avait aussi le Secours suisse, etc. Et Miron et Sabine Zlatin, donc pour l'OSE, avaient sorti des dizaines d'enfants. Ces enfants, ils les plaçaient ensuite dans des homes d'enfants, dans des sanatoriums, dans des internats de pensionnats, souvent religieux d'ailleurs, et puis dans les familles qui acceptaient de prendre ces enfants. Et à partir de novembre 1942, alors que le processus de la Shoah et de la déportation des Juifs de France était déjà enclenché, eh bien, Sabine, les Allemands vont investir la zone sud, l'armée et la Gestapo vont donc désormais pouvoir agir dans la zone sud, même si Pétain et son gouvernement restent en place, à Vichy, à l'ouest du Rhône. Alors qu'à l'est du Rhône, dans cette même zone sud, les Italiens vont prendre le contrôle administratif de cette région. Et donc, du coup, ce qui va devenir la zone italienne va très rapidement devenir une zone, comment dire, de refuge naturel, parce que les Italiens n'étaient pas du tout aussi comment dire, antisémites que les nazis, bien sûr. On connaît même des cas où ils ont parfois fait libérer des familles juives que la police de Vichy avait fait interner. Et donc, dans cette zone italienne, eh bien, toutes les organisations de sauvetage d'enfants juifs vont décider de s'implanter. C'est le cas pour Sabine Zlatin comme pour beaucoup d'autres. Et comme en plus le siège de l'OSE est transféré de Montpellier à Chambéry, c'est tout naturel pour Sabine Zlatin, comme pour beaucoup d'autres, de transférer les derniers enfants dont elle avait la charge et qu'elle n'avait pas réussi à placer en zone italienne. Et par un concours de circonstances, que je ne vais pas rappeler ici parce que ce serait trop long, le petit village d'Isieux va devenir, donc dans cette zone italienne, le point de chute où Sabine et Miron Zlatin vont implanter leur colonie d'enfants réfugiés de l'Hérault. Voilà comment tout a commencé. Et à partir de septembre 1943, les choses vont devenir préoccupantes et même très inquiétantes parce que les Italiens s'étant retirés de la guerre, les Allemands prennent le contrôle de la zone italienne, sachant très bien que beaucoup d'organisations de sauvetage d'enfants se sont implantées dans cette zone. Et le danger, qui jusque-là avait été plutôt très lointain, eh bien, va se rapprocher de cette zone italienne et d'Isieux, dans le cas qui nous occupe. Et donc à partir de septembre 1943, les signaux négatifs vont s'accumuler, perquisition des locaux de l'UGIF, avec le dossier de la maison d'Isieux qui était dans ses locaux à Chambéry, arrestation également d'un autre foyer d'enfants à la Martellière, avec 18 enfants qui sont eux aussi arrêtés, transférés à Drancy puis déportés. Mais la Martellière, c'est à Voiron, pour ceux qui connaissent un peu la région entre Lyon et Grenoble, et c'est à 30 km d'Isieux. Voilà. Klaus Barbie officie à Lyon en tant que chef du ZIPO-SD de la Gestapo de Lyon. C'est malheureusement quelqu'un qui est extrêmement zélé et qui suit aveuglément toutes les directives données par Alois Brunner, qui a pris la haute main sur la Gestapo à Paris à partir de 1943. Et à partir donc du début de l'année 1944, le danger devient vraiment très très grand. Pour des raisons qui seraient là aussi trop longues à expliquer, Sabine Zlatin n'a pas eu le temps de faire évacuer tous les enfants qui restaient à Isieux. Sur les 105 enfants qui sont passés par la colonie, 44 se trouvaient encore le 6 avril 1944, le jour de la rafle. Sabine n'étant pas là le jour de la rafle, puisqu'elle était à Montpellier en train d'essayer de trouver un point de chute justement pour ses enfants, eh bien, elle échappera à la rafle, mais les 44 enfants qui restaient à Isieux, son mari Miron et 6 autres adultes, éducateurs, seront pris dans la rafle et envoyés par plusieurs convois, principalement à Auschwitz-Birkenau. Trois personnes, Miron, le directeur et les 2 plus grands adolescents, eux, seront envoyés par le convoi 73 à Tallinn en Estonie, où ils seront, après des travaux forcés, fusillés. Pour tous les autres convois, il y a
la destination était la même, Auschwitz-Birkenau. Et je voudrais rappeler, c'est un jour anniversaire extrêmement douloureux, mais le 13 avril, nous sommes un 13 avril, le 13 avril 1944, c'était le jour du départ du convoi numéro 71, dans lequel la plupart des enfants ont été envoyés à Auschwitz-Birkenau. Voilà. C'est un jour qui résonne pour nous, j'imagine aussi très fortement pour Maître Klarsfeld, comme une date anniversaire un peu particulière. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. Et donc, dans cette maison d'Isieux, où plus d'une centaine d'enfants ont pu passer entre 1943 et 1944, vous envoyez d'ailleurs une photo. Vous voyez là cette grande fontaine qui a marqué un petit peu l'iconographie d'Isieux, hein, de l'imaginaire. On connaît aujourd'hui cette fontaine où les enfants pouvaient jouer, où on lavait le linge. Enfin, c'était un lieu de vie. Ça a été un grand lieu de vie pour eux. La maison est située en face d'eux par rapport à cette photo. Voilà. Et donc, dans cette maison, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des dessins, il y a eu des lettres, il y a eu des photos, dont une que vous voyez. Et parmi ces lettres, j'invite peut-être Pauline Jambet, qui est comédienne, pour un peu rappeler la présence de ces enfants. J'invite Pauline à nous lire 2 de ces lettres avant de poursuivre notre soirée. Merci. Lettre de Max Tettelbaum à Sabine Zlatin. Chère Madame la directrice, je vous souhaite un bon et heureux anniversaire. Comme je ne peux rien vous offrir, je vous envoyerai un beau dessin. J'espère que la paix bientôt régnera et vous retrouveriez toute votre famille. Je termine ma lettre en vous embrassant bien fort et en vous souhaitant de retourner dans votre ferme où vous aviez vécu et durement travaillé avec votre mari, et en vous remerciant de tous les plaisirs que vous nous aviez faits. Votre Max, qui ne vous oublie pas. Lettre d'Alice Jacqueline Lusgart. Samedi 1er avril 1944. Ma très chère sœur, j'ai bien reçu ta lettre datée du 28 qui m'a fait grand plaisir. As-tu reçu ma lettre dans laquelle je demande plusieurs bâtons de sucre d'orge et quelques boîtes de cachou? J'espère que tu l'as reçue et fais tout ton possible pour m'avoir ce que je demande, aussi les papiers à lettres, les enveloppes et les 10 timbres. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est le jour du 1er avril et c'est aussi le jour du poisson d'avril où l'on accroche des poissons dans le dos. Ce matin, on m'en a accroché 2 à la fois, mais je m'en suis aperçue. J'ai choisi comptable, mais tu sais, ma compagne de classe a choisi un plus joli métier que moi. Elle veut, en étant plus grande, devenir interne à la maternité, comme élève sage-femme. Elle aime beaucoup, elle m'a dit, opérer les mamans pour faire venir les petits enfants au monde, parce qu'elle aime les petits bébés. Tu ne trouves pas que ce métier est joli? Peut-être que moi, je changerai d'avis et je ferai comme elle. Dis-moi quand tu étais petite ce que tu voulais faire. Fanny, je te mets un sujet de rédaction de la semaine précédente. Voici. L'un de vos parents est prisonnier ou un de vos amis. Vous avez senti dans ces lettres la nostalgie du pays natal. Écrivez-lui de la France, de sa ville ou de son village, trouvez les détails qui l'intéresseront, les mots qui lui procureront du réconfort et de la joie. J'ai eu 6,5. La meilleure note que j'ai eue, 7. Vous avez dû quitter votre pays natal, y pensez-vous parfois. Décrivez votre ville ou votre village et dites pourquoi vous l'aimez et si vous aimeriez y retourner bientôt. Comme je ne vois plus rien à te dire, je te quitte en t'embrassant de toutes mes forces, ainsi que Maurice et Michel. Ta chère sœur, Jackie. PS, surtout, fais tout possible pour m'envoyer les sucres d'orge et les cachous. Si tu peux m'envoyer autre chose, n'y manque pas. Bon baiser. Merci beaucoup, Pauline, pour cette lecture. Une lettre qui nous renseigne beaucoup sur ce qui se passe à Isieux, la présence des éducateurs, leur façon de produire des rédactions, d'écrire à leur famille. Voilà, c'est donc un des témoignages qui nous est laissé. Il y en a beaucoup d'autres.
des lettres, des photos et des dessins dont nous allons parler. Et pour parler de toutes ces traces qui ont été laissées, je vais passer la parole à Stéphanie Boissard, qui est responsable au Musée mémorial d'Isieux de la documentation, de la recherche et des archives, donc un poste clé, et qui va nous présenter les traces de la maison d'Isieux. Stéphanie. Alors, des traces, c'est par exemple, effectivement, les lettres, le petit mot qui a été lu de Max pour fêter l'anniversaire de Madame Zlatin. Et puis, c'est aussi parfois aussi des lettres que l'on envoie à ses parents, comme Jacqueline. Et là, j'ai particulièrement choisi une lettre qui vient d'un petit garçon qui a 8 ans à Isieux, qui s'appelle Georgie Alperne, et qui est vraiment un petit reporter dans l'âme. C'est-à-dire qu'à travers tous les courriers qu'il écrit à ses parents, parce qu'il a la chance d'avoir encore ses 2 parents. Sa maman est soignée à Hauteville, c'est à une 60aine de kilomètres d'Isieux à peu près, et elle est en sanatorium, et donc il lui écrit très très régulièrement. Il est encouragé aussi à lui écrire, hein. On sent que les éducateurs qui prennent soin des enfants ont à cœur aussi de solliciter les enfants sur le registre de l'écriture, sur le registre de l'expression d'une manière générale. Et donc là, j'ai juste choisi une lettre de Georgie qui est vraiment, c'est le reporter de la maison d'Isieux. À travers ses courriers, on est à peu près au courant, c'est la Gazette, vraiment. Il raconte le quotidien, les balades. Je pense que c'est assez lisible sur l'écran. Et donc, cet enfant raconte, par exemple, qu'on sort, on fait des promenades et qu'on va chercher du petit bois, des pommes de pin pour allumer le feu. Donc, on a un retour d'une vie quotidienne tout à fait simple et que lui s'emploie vraiment à décrire avec beaucoup d'enthousiasme. Et alors, il met très souvent « je dors bien, je mange bien et je m'amuse bien ». On est bien à Isieux, voilà. Donc, c'est vraiment ce genre de traces qui, en plus, nous tiennent particulièrement à cœur puisque ça fait partie des dernières pièces qui sont rentrées à la maison d'Isieux grâce à Maître Klarsfeld qui nous en a fait don tout récemment. Ensuite, il y a aussi... au-delà des courriers ou des petits mots qui sont échangés, on a les photos. Donc cette photo qui est emblématique, comme le disait Richard, de la maison d'Isieux, la fontaine, seul point d'eau, et qui traduit aussi à la fois la photo à l'époque, c'est on se réunit pour la photo, on sait très bien qu'il y a une photo, donc on se positionne, mais on voit aussi que les enfants, comme le petit garçon Bentitou qui est juché sur la marelle. Voilà, il y a une ambiance tout à fait bienveillante, légère, et on fait même des blagues parce que le jeune garçon au milieu, Arnold Hirsch, qui a sa bassine sur la tête, et aussi il y a des clins d'œil. Voilà, on perçoit vraiment une ambiance tout à fait bienveillante et bon enfant qui entoure ces enfants, hein, au-delà de tout ce qui peut être perception d'un quotidien. Les bassines, c'est vrai que Arnold Hirsch n'a certainement pas choisi par hasard la bassine parce que ça structure le quotidien. Les bassines, ça permet de faire la toilette, ça permet de laver le linge, ça permet aussi de faire la cuisine. C'est le seul point d'eau, hein, la fontaine. Donc, des traces qui nous permettent de percevoir une ambiance et de percevoir aussi un quotidien. Et puis, enfin, je voudrais vous présenter cette photo, terminer avec cette photo parce qu'elle est vraiment très emblématique aussi de la maison. C'est-à-dire qu'on a un ensemble d'enfants, garçons, filles de tous âges, très souriants, riants vraiment, et qui sont réunis pour faire la photo. Alors cette photo, elle nous tient à cœur particulièrement. Elle a été faite le 26 mars, une poignée de jours avant la rafle, hein. Ces enfants jouaient à l'extérieur et c'est Marie-Louise Bouvier, la nièce des Perticos qui est vraiment la famille qui habite le plus près des enfants, qui sont très accueillants avec ses enfants. Cette nièce venait chez sa tante pour apprendre à coudre et à broder, et donc elle connaissait très bien les enfants. Ce dimanche-là, ils lui ont demandé de faire des photos pour envoyer à leurs parents. Donc c'est aussi
particulièrement poignant parce qu'on voit tous ces visages insouciants. Hein, c'est vraiment ce qui transparaît, c'est-à-dire que ces enfants sont entourés, accompagnés, on prend soin d'eux, au physique comme au moral. Et je trouve que ces photos de Mars sont particulièrement poignantes, mais particulièrement aussi renvoient à cette image d'insouciance qu'ont pu vivre aussi les enfants dans cet intervalle à Isieux. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, vous parlez de photos et on va maintenant parler beaucoup plus, dans la suite de notre soirée, de dessins. Il y a eu beaucoup de dessins produits par les enfants d'Isieux. Et on a de la chance ce soir parce que vous allez découvrir une information un peu inédite, que je vais le découvrir en même temps que vous, grâce à Cyril Devès. Cyril est enseignant et chercheur à l'école Émile Cole, qui est une grande école, pour ceux qui connaissent, d'art graphique, basée à Lyon. Et Cyril a mené des recherches sur le graphisme des dessins d'Isieux et surtout sur leurs possibles sources d'inspiration, c'est-à-dire pourquoi les enfants, comment les enfants dessinaient telle ou telle figure en 1943, 1944. Et donc Cyril va nous expliquer une source d'inspiration qu'il a pu détecter dans ses recherches. Et c'est vraiment quelque chose d'inédit, donc on remercie vraiment la BNF de nous avoir organisé cette soirée pour cette présentation en particulier. À vous, Cyril. Alors tout d'abord, je tiens à remercier bien évidemment toutes les équipes de la Maison d'Isieux et également les équipes de la BNF pour voilà, cette invitation à m'exprimer autour de ces dessins. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, je me suis consacré au dessin de Max Tettelbaum. Et vous allez voir effectivement que la recherche avançant, je me suis tourné exclusivement sur voilà, quelques images. Et donc je vais vous livrer en quelque sorte un petit peu ce processus de recherche. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les dessins de Max, eh bien vous allez avoir quelques catégories qui peuvent apparaître. Vous allez avoir des paysages, vous allez avoir des images d'actualité, aussi effectivement en lien avec l'aviation, beaucoup, que ce soit civil, que ce soit militaire. Vous pouvez également avoir des images en lien avec l'histoire, les histoires, donc des histoires contemporaines, des scènes de genre, avec effectivement des jeux d'enfants. Et puis la grande histoire, avec un grand H, comme on dit, notamment avec, vous les connaissez sans aucun doute, tous ces dessins autour des Indiens, mais pas seulement. Et pour cette soirée, eh bien, j'ai tout simplement, voilà, je vais vous faire part un petit peu j'aurais pu vous faire part de mes impressions, effectivement, sur le style, sur le trait, la composition. Mais effectivement, en ayant 10-15 minutes, j'ai souhaité peut-être aller un peu plus loin dans l'analyse. Et donc, c'est pour cette raison que je me suis focalisé sur quelques dessins qui, à première vue, composaient une série. Comme si Max Tettelbaum avait cette volonté, en quelque sorte, d'illustrer un récit fictionnel. Alors j'imagine que, comme moi, lorsque vous regardez un petit peu ces images, vous allez vous focaliser bien évidemment sur le détail d'un enfant, d'un petit enfant, sur le dos d'un oiseau. Et cela peut-être effectivement vous évoquer cette œuvre, effectivement, ce roman admirable scandinave de Selma Lagerlöf, le fameux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. En plus paru en 1906, qui avait été traduit en 1912 en français. En sachant plus que vous allez avoir effectivement en 1941 les premières illustrations en France par Elsa de Ruder. Voilà, donc effectivement, on pourrait partir là-dedans. Et en plus de cela, l'histoire. Ce rapprochement, il est tentant parce que dans cette histoire de Nils Holgersson, vous avez un garçon plutôt rêveur, mais bon, quand même avec une tendance à persécuter les animaux, jusqu'au jour où il va rencontrer un Nis. Alors un Nis, c'est l'alter ego, en quelque sorte, scandinave de notre lutin. Et le lutin, pour punir l'enfant de sa méchanceté, va le rétrécir et surtout va lui donner la capacité de parler aux animaux.
Et c'est ainsi qu'effectivement, il va partir voilà, découvrir la Suède sur le dos d'un jar qui va se nommer Martin dans la traduction française. Sauf que voilà, le problème est là, et je pense que vous l'aviez à peu près en tête, il est évident que nous n'avons pas affaire à un jar dans les dessins de Max. Et donc cet animal qui se rapproche plus aisément d'une cigogne. Et c'est vrai que ce constat qui vous fait sûrement dire que j'ai bien fait de venir pour vous révéler cela, mais passer effectivement cette réflexion, il faut toujours partir de quelque chose. Et donc c'est vrai qu'on a quoi? Eh bien on a en quelque sorte un enfant de petite taille qui voyage sur une cigogne. Vous avez une histoire avec un fil narratif, puisque les images sont aussi donc voilà toujours les mêmes personnages, l'enfant, la cigogne, et surtout qui font des rencontres, renard, chasseur, canard, loup, et donc une idée de 4 images illustratives d'un texte qui ressemble en plus étrangement à l'ouvrage de Selma Lagerlöf. Alors j'ai écarté la possibilité qu'il puisse s'agir d'une création originale, c'est-à-dire voilà, d'une invention, d'une histoire inventée par le jeune Max, et j'ai tout de suite privilégié la possibilité d'une adaptation littéraire. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est déjà une pratique courante dès le XIXe siècle, c'est-à-dire que quand vous avez une histoire ou un personnage qui fonctionne bien dans un pays et que les traductions se vendent bien, eh bien, il n'est pas rare de voir ce personnage tout simplement récupéré sous une autre forme pour valoriser son pays d'adoption. Vous avez un exemple flagrant, c'est par exemple le Quichotte. Le Quichotte, au XVIIe siècle, grand succès. Les traductions vont connaître un grand succès en Europe et tous les pays européens vont adopter ce personnage. Et ils vont créer des personnages, par exemple, au début du XIXe siècle, vous allez avoir le docteur Syntax. Et quand vous lisez le docteur Syntax, les aventures du docteur Syntax, eh bien c'est tout simplement un Anglais qui va vivre les mêmes choses que le Don Quichotte. Et là, d'un seul coup, alors que le Don Quichotte espagnol vous faisait visiter ces paysages du XVIIe siècle espagnol, eh bien le docteur Syntax, lui, il allait vous faire visiter tout simplement les paysages du XIXe siècle anglais. Et donc pour moi, quand je regarde ces dessins, je suis parti du principe qu'il s'agissait tout simplement d'un Nils Holgersson à la française. Alors à partir de ce constat, eh bien j'ai fait principalement mes recherches via Internet. Voilà. Parce que par rapport au temps qui m'était imparti, j'avais cet accès-là. Et donc j'ai commencé à limiter mes recherches tout simplement sur les livrets scolaires des années 1930-1940. Et puis j'ai fini par tomber sur ceci. Et donc ici, vous avez Jacques Le Poussé et Clap la cigogne au pays de Françoise, en plus en lien avec effectivement la lecture, un livre de lecture courante, court, moyen et supérieur, publié en 1930 par la librairie Armand Collin. Et donc j'ai trouvé par la suite en ligne l'avant-propos, et dès les premières lignes de la préface, eh bien voilà, ma pensée première a été effectivement confortée, puisque la reprise du texte de Selma Lagerlöf, Le voyage de Nils Holgersson, eh bien, était totalement assumée et avouée par l'auteur, ici, Freys. Il est dit, je le cite, « La plupart de ceux qui ont lu ce chef-d'œuvre du grand écrivain suédois ont souvent regretté qu'il n'y eût pas, à l'usage des enfants de France, un livre se proposant de leur faire connaître, d'une manière poétique et légendaire, les merveilles de notre pays. » Et l'histoire, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que vous avez un enfant de 12 ans, Jacques, qui va sur le chemin de l'école buissonnière, il va découvrir un nain, et il décide effectivement de lui lancer une pierre avec sa fronde. Le blesse, décide de le mettre en cage, sauf que là, effectivement, l'enfant tombe dans les pommes, et lorsqu'il se réveille, il est totalement ligoté, et pour le punir, le conseil des nains décide de le réduire à leur taille, afin qu'il se mette tout simplement à la place de sa victime, et qu'il expérimente en quelque sorte ses difficultés. S'ensuit un voyage initiatique à travers toute la France, à travers l'histoire de France également, et il devra faire le bien pour pouvoir retrouver sa vie d'avant. Alors l'auteur est aussi intéressant parce qu'il s'agit d'Antonin Freys. Il est inspecteur de primaire, il est écrivain et il est cartographe. Et il a été pendant un temps inspecteur d'académie du Haut-Rhin,
Cela peut-être explique effectivement qu'il ait préféré remplacer le jar par peut-être la cigogne. Bon. Et donc le problème, c'est que les recherches Internet s'arrêtaient là. C'est-à-dire que je ne parvenais pas à trouver effectivement les illustrations qui pouvaient être à l'intérieur de cet ouvrage. Bon, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver l'objet pour pas très cher, donc je l'ai tout de suite commandé. Et donc, dès le surlendemain, je l'ai reçu. Et donc, c'est vrai que, vous savez, la recherche peut être assez solitaire, et il y a de ces instants où, justement, eh bien, vous sentez que vous approchez au plus près de votre sujet de recherche. Parce que là, d'un seul coup, effectivement, j'avais devant moi, un petit peu, eh bien, ce livre, et surtout l'histoire qui avait véritablement inspiré Max Tettelbaum. Et finalement, à ce moment-là, eh bien, il était un petit peu avec moi dans mon bureau, et aussi, je découvrais un peu plus l'intimité de cet enfant-là. Parce qu'effectivement, il avait eu en main cette histoire, et il avait réalisé les dessins à partir, effectivement, des illustrations de ce livre. Donc, je vous montre effectivement donc c'est Clap la cigogne. Pardon. Donc là, effectivement, avec les chasseurs, vous retrouvez des chasseurs tirent sur la bande des cigognes, le fameux au loup, et d'anciennes connaissances avec, effectivement, les canards. Alors derrière ces dessins, c'est également toute une influence, c'est un moment de vie, un livre qui a accompagné un temps, et un livre qui est en quelque sorte aussi devenu sien. Et c'est aussi là toute la force d'une image. Alors juste pour information, les illustrations dans le livre font 5-7 cm de haut pour 9 cm de large. Les dessins de Max sont aux alentours de 15-16 cm par 22-25 cm. Donc il y a effectivement un agrandissement. Et lorsque vous regardez finalement ces images, quand ils sont accolés à un texte, effectivement, vous comprenez le sens initial de ces images. Mais quand vous êtes lecteur, quand vous regardez une image, automatiquement, vous y ajoutez toujours quelque chose de personnel, d'intime. Et là où ça va aller encore plus loin, c'est que le fait que vous copiez ces images, surtout que vous les colorisez et que vous les agrandissez, vous êtes déjà dans autre chose. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous approprier, ou plutôt vous réappropriez ces images. Et donc là, d'un seul coup, l'image produite est transformée, et elle cesse d'être une image d'un livre, elle devient une image pour soi. Et donc c'est effectivement ça, la récupération de l'image par l'enfant. Et puis, autre chose, il y a un petit détail qui est aussi très important, c'est que Max Tettelbaum va offrir effectivement une image à son frère. Et dans la lettre qui est au verso, il lui demande de bien la garder précieusement pour toujours. Et alors, effectivement, il faut se remettre aussi, il faut se rappeler effectivement l'enfance, c'est-à-dire qu'à l'échelle d'un enfant, une des choses les plus fortes qu'il puisse faire, c'est de vous offrir un dessin. Et ne perdons pas de vue la réception de ces dessins, parce que le frère n'a peut-être même pas, n'a aucune idée de la référence littéraire, puisqu'il reçoit l'image, il reçoit la lettre. Et autant vous dire que le frère va aussi transposer quelque chose de personnel dans cette image. Et si vous regardez bien, ce n'est pas n'importe quel dessin que Max Tettelbaum offre. C'est le moment où le petit garçon, aidé de la cigogne, est en train de se débarrasser du mal, d'un méchant. Comment finalement aussi l'élévation, le bien, parvient quelquefois à vaincre. Et donc il y a dans cette série en plus une notion de bien et d'entraide. Et c'est ça qui est assez fascinant. C'est que effectivement vous allez avoir donc le petit homme voyage, il chasse le mal. Au moment où les chasseurs, dans le texte, il est bien précisé que les chasseurs ont blessé la cigogne, d'où la nécessité d'en prendre soin. Et ensemble, il est possible de se débarrasser encore une fois du mal, parce que ici, alors c'est peut-être plus lisible effectivement dans l'illustration originale, vous avez un chien qui est planqué sous une peau de mouton, tout simplement parce qu'il y a toute une stratégie entre la cigogne, le petit enfant, le chien et les moutons, et tout cela pour effectivement mettre à mal effectivement le loup et chasser définitivement le loup. Et donc l'idée, vous voyez, l'union fait la force et nous permet aussi de continuer avec les retrouvailles avec un groupe d'amis. Toute l'histoire d'anciennes connaissances, tout ce chapitre est consacré justement à des retrouvailles. Donc, vous voyez comment c'est assez intéressant. Et donc, derrière tout cela, derrière ce livre, il y a quand même aussi cette notion du merveilleux. La notion de merveilleux qui peut venir un petit peu enchanter le monde, réenchanter le monde. Et c'est finalement aussi ce qui révèle un autre dessin de Max Tettelbaum,
celle-ci. Alors cette image, elle est intéressante, pourquoi? Donc vous avez un pêcheur, vous avez un crabe, et c'est le moment où vous voyez ce crabe en train de pincer effectivement la main, les doigts de ce pêcheur. Donc effectivement, c'est une image plaisante, une image souriante, une scène de genre un peu cocasse. Mais finalement, cette image, eh bien, c'est bien plus que cela. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cette image est aussi, fait partie effectivement aussi de cet ouvrage. Le voilà. Et donc ça a été la bonne surprise, effectivement, quand j'ai feuilleté un petit peu l'ouvrage. Et là, que représente cette image? C'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une légende autour du Morbihan. C'est-à-dire qu'avant d'être une mer intérieure, c'était un pêcheur. Et un jour, à marée basse, il se fait pincer le doigt par un crabe énorme, et tous les deux vont trouver un compromis, parce que le pêcheur aimerait bien récupérer quand même ses doigts, mais le crabe a faim. Et donc, ils vont tout simplement, le pêcheur propose de lui apporter tout le temps à manger, et le crabe accepte, mais à une condition, d'avoir toujours apporté de ses pinces ce doigt, de manière au cas où, s'il ne tient pas sa promesse, de revenir lui attraper le doigt. Et donc c'est tout simplement un récit, une légende, qui permet tout simplement d'expliquer un peu de géographie, effectivement d'expliquer les deux presqu'îles Locmariac et Sarzeau, que vous avez, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur. Et donc là, c'est tout simplement la pince du crabe. Et si vous regardez effectivement de l'autre côté la presqu'île de Quiberon, c'est le fameux doigt. Et pourquoi c'est rétréci ici? C'est tout simplement là où il s'était fait pincer avec la pince du crabe. Voilà. Et donc c'est comment, par la légende, on raconte aussi la formation géographique d'un lieu. Et vous voyez comment, effectivement, par une image, on est dans ce côté, dans ce merveilleux pour expliquer le monde. Alors, je vais bientôt conclure. C'est vrai que ça me fait penser aussi à une phrase. En 1939, vous avez un artiste qui s'appelle Alphonse Mouchat, artiste art nouveau, et qui s'était fait arrêter, interrogé par la Gestapo. Et peu de temps avant, il avait eu cette phrase. Il avait dit « Quand les dieux sont en guerre, le salut est dans les arts ». Et finalement, les dessins des enfants, ce ne sont pas seulement des dessins. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste les regarder de loin, du coin de l'œil. Parce que, en fait, ces dessins, ça nous parle aussi d'un temps, d'un rapport au temps. Ça nous parle d'un contexte précis. Ça nous parle également d'un ressenti, le ressenti d'enfant. Et c'est aussi, pour nous, aujourd'hui, une belle manière de nous réapprendre à regarder le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cyril, pour cette plongée dans les dessins de Max. On voit que la mémoire, c'est un organisme vivant qu'on peut se réapproprier, qu'on peut interpréter. Et je vais passer maintenant la parole à Maître Klarsfeld, qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous ce soir et qui doit repartir après pour une autre obligation. Et vous aussi, Maître Klarsfeld, on va aborder maintenant la manière dont ces dessins, ces photos ont été récupérés avant d'être conservés. Et vous, je ne vous présente pas avocat, vous avez été l'avocat des enfants d'Isieux au procès de Klaus Barbie en 1987 à Lyon. Vous avez été leur défenseur et vous avez été, en tant qu'historien, celui, évidemment, qui a retrouvé Barbie, qui a contribué à son arrestation, à son extradition. Et vous avez été celui aussi qui a récupéré un certain nombre de documents et qui a permis la production de ces documents au procès Barbie. Voilà. Et il y a parmi ces documents celui d'un certain Georgi Alfern, dont vous m'avez dit le 6 avril dernier que c'était un peu comme votre frère, votre petit frère. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la façon dont vous rencontrez ces documents, comment vous les découvrez finalement au départ? Il faut revenir assez loin pour expliquer un peu l'engrenage qui nous a amené, Béate et moi, à rencontrer les enfants d'Isieux, dont j'avais l'âge et j'étais dans la même situation qu'eux. J'étais aussi pourchassé par les nazis, j'étais dans les mêmes maisons d'enfants de Lauzet que
en 1941 que Georgie Halpern, qui est né quelques jours après moi. Et donc, en 1954, quand les agents de la Gestapo de Lyon ont été jugés les uns par contumace et les autres contradictoirement, eh bien, l'épisode d'Isieux existait dans le dossier d'instruction, mais n'a pas été retenu à charge contre Barbie. Pourtant, le téléx de Barbie était connu, il a été produit à Nuremberg pour montrer le fanatisme de la Gestapo qui s'attaquait aux enfants, mais la justice militaire française ne l'a pas retenu. Et quelques mois après, les protocoles de Paris ont été signés. L'Allemagne fédérale a retrouvé son indépendance et les diplomates français, ne voulant pas que les magistrats nazis dans les tribunaux de l'Allemagne fédérale acquittent les criminels nazis, ont retiré leurs compétences sur les affaires qui n'étaient pas classées en France. Et peu de temps après, le général Lammerding, le responsable de Radour-sur-Glane, a réapparu au grand jour avec des camions de son entreprise portant le nom Lammerding, et la France a demandé son extradition. L'Allemagne a répondu, en tant que puissance occupante, vous avez approuvé la loi fondamentale allemande qui lui tient lieu de constitution. Il y a un article dans cette loi fondamentale, il n'y a pas d'extradition des citoyens allemands. Et donc l'extradition n'était pas possible. La France a dit jugez les criminels que nous avons condamnés par contumace. L'Allemagne a répondu nous ne pouvons pas les juger puisque les affaires de contumace sont des affaires non classées. Vous nous avez interdit d'être compétents sur nos citoyens qui sont impliqués dans des affaires non classées en France, donc nous ne pouvons pas les juger. Et les criminels nazis ayant opéré en France se sont retrouvés les seuls criminels nazis complètement assurés d'une totale impunité, ne pouvant être ni extradés ni jugés en Allemagne. Et ils ont, pour la plupart, réapparu au grand jour. En 1900, les gouvernements allemands successifs, Adenauer, Erhard, Kiesinger, ont repoussé toute négociation sur une nouvelle convention judiciaire avec la France. Le chancelier Willy Brandt a signé une convention en février 1971, mais deux des trois grands partis allemands qui étaient au Parlement ont refusé de ratifier cette convention judiciaire, et le gouvernement français s'est résigné à ce que la situation, le statu quo continue. Beat et moi, nous ne nous sommes pas résignés et nous avons posé le problème d'une façon retentissante en tentant d'enlever l'ancien responsable de la Gestapo en France, chef de la Gestapo, chef de la police nazie de la région parisienne, Kurt Lischka. C'était il y a un peu plus de 50 ans, en mars 1971. Et quelque temps après, Beat, notre stratégie a été d'agir illégalement en Allemagne, d'aller en prison. Peu à peu, il y a des amis qui sont venus se regrouper autour de nous. Et la stratégie a été d'aller en prison et les grands criminels restant libres, ce qui mobilisait l'opinion publique. En juin 1971, donc quelques mois après cette tentative d'enlèvement, la justice allemande a voulu nous mettre des bâtons dans les roues, nous s'opposer à notre campagne. Elle a pris comme cas référence le cas d'un criminel qui n'était pas en Allemagne, qui avait disparu totalement d'Allemagne depuis 2 décennies, et c'était le cas de Klaus Barbie. Et
nous avons lu le non-lieu qui a été accordé à Klaus Barbie. Pour les questions de résistance, ça a été que les témoins allemands l'ont accusé quand ils étaient en prison en France, mais une fois revenus en Allemagne, ils sont revenus sur leur déclaration. Et en ce qui concerne les enfants d'Isieux, c'est là que pour la première fois nous avons rencontré les enfants d'Isieux. En ce qui concerne les enfants d'Isieux, on ne peut pas prouver que subjectivement Klaus Barbie pouvait savoir que ces enfants connaîtraient, après leur arrestation, un sort funeste. Voilà. Alors, nous avons été confrontés à cette situation. Il s'agissait quand même de 44 enfants, dont j'aurais pu partager le sort. Et nous nous sommes attachés à retrouver des témoins qui pouvaient prouver que subjectivement, Barbie savait que le sort des enfants serait mauvais. Et nous avons trouvé ce témoin qui était un avocat auprès de l'ambassade d'Allemagne à Paris, auprès de l'ambassade d'Israël à Paris également, et qui, pendant la guerre, avait dirigé une organisation juive à Lyon, l'Union générale des Israélites de France, et qui était venu plaider la cause des Juifs qui étaient fusillés dans les caves de la Gestapo. Et Barbie il avait dit à Barbie, donnez-leur une chance, déportez-les au lieu de les fusiller. Et Barbie avait répondu, déporter ou fusiller, c'est la même chose. Donc, Beate a fait campagne en Allemagne. Elle n'a pas fait campagne toute seule, elle a fait campagne avec 2 maires d'Isieux. C'est là que nous avons rencontré les maires d'Isieux, c'est-à-dire Madame Benguigui, qui est allée avec Beate à Munich, et Madame Alon Brenner, qui est allée avec Beate à La Paz, lors du 2e voyage de Beate. Et ces mères avaient perdu 3 enfants chacune. Madame Alon Brenner, en plus, avait perdu son mari, fusillé par la Gestapo de Lyon. Et donc, nous avons rencontré, on peut dire, directement les victimes de cette tragédie, et nous leur avons promis qu'on ferait tout notre possible pour que Barbie soit jugée. En tout cas, Beate a fait campagne avec Madame Benguigui à Munich. Ils ont fait la grève de la faim devant le tribunal. L'opinion publique s'est émue. Et c'est là que le procureur général de Munich a demandé à Beate de trouver un témoin qui montre que Barbie savait subjectivement le sort des enfants. Nous avons trouvé ce témoin quelque temps après, et le non-lieu accordé à Barbie a été annulé. Et pendant ce temps, il y avait beaucoup d'articles. Nous avions des photos de Barbie, nous les avons données aux journalistes, et un Allemand qui n'était pas juif, qui vivait à Lima, est entré en contact avec le procureur général de Munich et lui a demandé d'entrer en contact avec nous, et nous a dit, voilà, il y a un monsieur Altman qui est venu de Bolivie parce que sa femme ne supporte pas l'altitude, et il vient de s'installer à côté de chez moi. J'ai parlé avec lui puisque nous sommes allemands tous les deux d'origine, et d'après ce qu'il m'a dit, je pense que c'est un criminel nazi qui a opéré en France, et je pense qu'il s'agit de Théodore Dannecker, mais le chef du service des affaires juives en France. Mais ayant vu la photo de Barbie dans le journal de Munich, la Süddeutsche Zeitung, eh bien, je me rends compte qu'il ne s'agit pas de Dannecker, mais qu'il s'agit de Klaus Barbie. Et nous a donné l'adresse et
d'Altman. Et Beate, elle est partie en Bolivie, au Pérou. Mais quand elle était dans l'avion, sachant qu'elle arrivait avec l'épreuve de son identité, il a filé de nouveau en Bolivie, où il n'y avait pas de traité d'extradition entre la Bolivie et la France. Voilà comment, disons, nous sommes entrés en contact avec les familles. On a cherché, on a tout de suite affirmé que nous essayons de retrouver Barbie et de le faire juger, pas pour Jean Moulin. Jean Moulin, c'était l'affaire de la résistance, mais c'était pour les enfants de Barbie, crime contre l'humanité. Et donc, on a continué notre campagne contre Barbie pendant 12 ans, de 1971 à 1983. Et nous avons, Beate a noué des liens avec des opposants boliviens qui sont venus au pouvoir finalement en 1983, début 1983, notre meilleur soutien de l'opposition avec lequel j'étais au Chili, jusqu'en Bolivie en 1973. Eh bien, est devenu secrétaire d'État à la sécurité. C'est lui qui a arrêté Barbie, c'est lui qui l'a mis dans l'avion. Régis Debray, avec qui nous avions tenté aussi d'enlever Barbie. Régis Debray était conseiller spécial du président Mitterrand. Et donc, toute l'opération a pu être faite en 1983. Nous espérions la faire en 72, mais fin 72, ou en 73, elle a eu lieu en 1983. Et pendant ce temps-là, nous avons accumulé des documents sur les enfants d'Isieux, parce que, j'ai toujours répété, on n'a pas été jamais fasciné par le bourreau. On n'a pas écrit un livre sur Barbie, on a écrit un livre sur les enfants d'Isieux, mais pas sur Klaus Barbie. Le criminel, c'est comment dire, un porte-manteau sur lequel sont accrochés ses crimes pour nous. Nous nous intéressons pas à sa personnalité, à ses goûts, etc. C'est un homme. Et comme c'est un homme, s'il me dit j'aime Mozart et j'aime les chats, alors que moi j'aime Mozart et j'aime les chats, je vois pas de... Comment dire, il y a une sorte de rapprochement que nous ne voulions absolument pas avoir avec ces criminels. Et donc, je me suis attaché avec Beate. Et Beate, au cours de ses voyages, elle a beaucoup voyagé, beaucoup parlé aux États-Unis en particulier. Eh bien, on a réuni une grande documentation sur chacun des enfants, et elle était nécessaire parce que le procès, nous savions que l'avocat de Barbie, quel qu'il serait, et surtout quand nous avons su que c'était Vergès, nous savions qu'il prétendrait que les enfants n'ont jamais existé, ou bien qu'ils sont partis aux quatre coins du monde et qui sont toujours vivants, etc., etc. Mais donc il fallait une partie civile pour chaque enfant. Et c'était difficile parce qu'une partie civile doit, devant un magistrat, quel que soit le pays où il vit, il fallait que cette partie civile prouve qu'elle était membre de la famille de l'enfant. Et nous avons cherché dans le monde entier et nous avons retrouvé des parties civiles en Australie, au Brésil, en Israël, aux États-Unis, en Allemagne, en Autriche, un peu partout, en France bien entendu aussi, et en Belgique. Et chaque enfant a eu une partie civile pour le représenter au procès de Klaus Barbie. Et c'était la charge essentielle. Les deux autres charges pouvaient être, comment dire, contrecarrées par un bon avocat connaissant bien
les dossiers, mais cette charge-là, à partir surtout du moment où j'ai retrouvé l'original du Telex d'Isieux, dans lequel Barbie revendiquait l'arrestation des enfants, eh bien, cette charge-là, elle était la plus lourde, et donc il fallait que les enfants, chaque enfant, soit présent dans ce procès. Et donc, quand j'ai plaidé, eh bien, j'ai plaidé pour chaque enfant. J'ai essayé de montrer que chaque enfant avait un parcours particulier, ce qui était arrivé à ses parents, d'où il venait, et si possible, sa personnalité grâce aux lettres. Et donc, nous avons continué après à recevoir des documents, à chercher les documents, à trouver des documents. Et dès que la maison d'Isieux a été créée, nous avons donné tous les documents pour qu'ils soient reproduits. Et les originaux, au fur et à mesure, les originaux se retrouvent à la maison d'Isieux et se retrouveront tous à la maison d'Isieux parce que nous allons disparaître un de ces jours, et qu'il faut que ces documents continuent à vivre et que les enfants d'Isieux continuent à vivre. Merci beaucoup, maître. Vous avez tout résumé, vous avez tout dit de la part essentielle de votre travail, et l'entendre par votre voix, je dois vous dire quand même que c'est important, hein, et ça nous montre le combat que vous avez mené, ce long combat des années avec votre épouse, et l'importance de ces documents qu'on a aujourd'hui sous les yeux, qu'on a aujourd'hui entre les mains, et leur portée symbolique qui continue. Parce que c'est ça aujourd'hui, ces dessins d'Isieux, les dessins de Georgie, c'est la force symbolique qu'ils représentent. Si je peux ajouter un mot, c'est à propos de Georgie Halpern et des lettres et photos de Georgie Halpern, parce que c'est un fond documentaire qui est important, et que c'est un enfant à la fois charmant et plein de vie, tellement plein de vie qu'on a l'impression qu'il vit encore. Et Georgie c'est le seul enfant d'Isieux qui avait ses parents encore vivants. Quand il a été arrêté, ses parents n'ont pas été arrêtés, et ses parents ont continué à le chercher jusqu'au jour où nous avons retrouvé Barbie, où le procès a eu lieu. Il mettait encore des petites annonces un peu partout dans le monde pour essayer de retrouver leur enfant. Il n'admettait pas sa mort. Et Beat les a rencontrés en Israël. C'était des gens vraiment très cultivés, très sympathiques, et ils avaient tous ces documents, ils ne pouvaient pas s'en séparer. Seule la mort pouvait les contraindre à se séparer de ces documents. Mais elle est morte la première, le mari est mort après, et ces documents, nous avons essayé de savoir toujours où ils se trouvaient. Et c'est le frère de Madame Halpern qui a hérité de ces documents. Et alors, il avait gardé l'appartement en Israël de sa sœur, et il vivait à Londres. Et je suis allé le voir, et j'ai vu qu'il y avait une petite boîte marron dans laquelle se trouvaient tous ces documents. Et je lui ai demandé qu'il la donne. Il ne voulait pas la donner, mais il a promis que peut-être il la donnerait, etc. Et comme il habitait à Londres, nous avions des amis qui habitaient aussi à Londres. Je leur ai confié le soin de surveiller ce qui arrivait à ce monsieur. Et nous avons appris sa mort. Alors, comme j'avais vu la boîte en Israël, j'ai envoyé quelqu'un. Je me suis dit, vous savez, quand les gens meurent,
même les archives les plus sensibles, les plus intéressantes, elles sont jetées à la poubelle souvent, par des héritiers qui ne savent pas ce que ça signifie, etc. Alors j'ai envoyé comment dire, quelqu'un qui a cambriolé pour cambrioler, qui a cambriolé l'appartement, c'est-à-dire qu'il est allé chercher la boîte dans l'appartement et il n'a pas trouvé la boîte. Alors, mes amis de Londres, je leur ai quand même dit de bien surveiller ce qui arrivait au mobilier, etc. Le mobilier a disparu, mais la concierge, un jour, parce qu'on lui donnait un peu d'argent pour qu'elle soit intéressée au sort du mobilier, la concierge a appelé nos amis pour lui dire l'appartement est vide, mais un des ouvriers qui peint l'appartement a trouvé dans un placard la boîte. Alors, nous avons récupéré donc la boîte en récompensant la gardienne d'immeuble et donc nous avons eu les archives de Georgie Halpern qui sinon serait allé à la poubelle, voilà, tout simplement. Tout simplement, oui. Voilà comment la mémoire a été sauvegardée. Merci, Maître Klarsfeld. Quand vous souhaitez repartir, vous me le dites, hein, si vous souhaitez... Je suis obligé de vous quitter. Oui, alors faisons-le. À bientôt. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Serge et Beat Klarsfeld vont rejoindre leurs obligations pour la soirée. Merci pour votre venue. À bientôt. Merci beaucoup. Alors, on a commencé à parler avec Serge Klarsfeld et comment, de la manière dont les documents, les dessins d'Isieux ont été sauvegardés, récupérés. Il y a une autre histoire aussi assez incroyable qui va vous être rappelée par Simon Pintel, qui est avec nous. C'est une autre partie de la mémoire d'Isieux, c'est celle qui est passée par Sabine Zlatin. Alors vous vous souvenez, Sabine Zlatin, on vous en a parlé au début, c'était la directrice de la colonie, celle qui avait fondé ce home d'enfants dans le département de l'Ain, absente le jour de la rafle, et qui, quelques jours après la rafle, va revenir dans la maison d'Isieux, qui était dévastée, qui était laissée en l'état, et qui va ramasser tous les documents que nous voyons aujourd'hui, enfin beaucoup d'entre eux, hein, les photos, les dessins, et qui les a gardés un petit peu comme ça, près d'elle, un peu comme a décrit Serge Klarsfeld tout à l'heure, sans vouloir s'en séparer, mais sans en faire vraiment quelque chose. Et elle a gardé ça pendant des décennies, j'allais dire, jusqu'au moment où Simon Pintel va croiser son chemin d'une manière qu'il va nous expliquer maintenant. Simon, je vous laisse la parole. C'est dommage, juste avant de commencer, on avait une superbe photo de Georgie. Je ne sais pas si on pourrait la projeter. On va essayer de la retrouver. On va essayer. Elle est peut-être là. Ah ben voilà. Voilà, c'est lui qu'on pensait projeter pendant l'intervention de Maître Klarsfeld. C'est une très bonne idée, Simon. C'est la photo de Georgie dont on vient de parler avec Serge Klarsfeld. Bon, je vais vous raconter ce qui paraît un peu anecdotique. Je suis le fils d'un enfant d'Isieux qui a été sauvé en fin janvier-février 1944 et qui a à peu près oublié ce qui s'était passé. Il se rappelait qu'il était dans une colonie, mais pas du tout où c'était. Il se rappelait un peu de la région, peut-être un peu du Rhône. Il avait essayé de chercher, il n'avait pas trouvé. Et au moment du procès Barbie en 1987,
l'histoire d'Isieux est très médiatisée et à la télévision, on voit apparaître la maison. Je pense que c'était lors d'une cérémonie où les gens qui voulaient se recueillir sous la plaque n'avaient pas pu le faire, parce que la maison, dont vous avez vu la photo, qui était très ouverte sur la nature, elle était clôturée à l'époque. Donc ça avait fait scandale, il y avait eu un esclandre, et je me rappelle de ces images-là, et c'est à ce moment-là que l'histoire d'Isieux est revenue dans la mémoire de mon père, qui s'y est rendu, je crois, 2 ans après, et qui a rencontré une voisine, puisque la maison se trouve dans un hameau, il y a une ferme, et la voisine lui a dit, mais enfin, il y a encore quelqu'un qui vient souvent, qui est Sabine Zlatin, qui vit à Paris, et je vous donne son numéro de téléphone. Donc il l'a contacté. À l'époque, je crois que l'association était déjà créée, on était après le procès Barbie, 2-3 ans après. Et quand il se présente, elle est méfiante. Et elle lui dit, je vais voir si je retrouve votre nom, etc. Et elle met un petit peu de temps, je crois qu'elle met 2 mois avant de le rappeler, et puis lui donner rendez-vous. Et mon père se présente. À l'époque, il vient la voir parce qu'il avait été amené à Isieux avec un autre enfant de son âge, et il voulait le retrouver. C'était un peu l'idée de départ. Et Madame Zlatin avait ce don particulier d'embarquer un peu tout le monde dans son histoire. Et elle l'a accaparé, et par ricochet, elle m'a accaparé aussi, parce qu'à l'époque, elle avait besoin d'archiver, d'inventorier, les documents qu'elle avait récupérés à Isieux. Richard en a parlé quelques semaines après la rafle, et qu'elle a gardé avec elle pendant 50 ans. Et après la guerre, bon, si son histoire vous intéresse, il y a ses mémoires, et puis il y a l'ouvrage qui vient de paraître grâce à la Bibliothèque nationale, qui raconte ce qu'elle a fait après la rafle, après la guerre. Il y a eu une très grande cérémonie qui avait rassemblé près de 3000 personnes, il me semble, hein, Dominique, c'est ce que tu avais dit. C'était extraordinaire pour l'époque, à Isieux. Et après, elle a repris sa vie. C'est quelqu'un d'un peu curieux, parce que les seules photos, il y a beaucoup de photos d'elle, les photos où on ne la reconnaît pas, c'est avant la guerre, où elle est avec son mari dans un élevage avicole. On se demande un peu ce qu'elle fait là. Et elle racontait souvent que dès qu'elle pouvait, elle partait à Paris peindre. Et d'ailleurs, je me suis demandé, en regardant tous ces dessins à l'époque, qui sont très très colorés, si elle n'était pas un peu intervenue là-dedans pour trouver de la peinture et des crayons de couleur et des pastels. Et donc, après la guerre, elle a repris une autre vie, de libraire en livres anciens, sur le spectacle, la danse, les marionnettes, enfin un univers qui, je pense, lui permettait d'échapper un peu à tout ça. Et elle a gardé les documents, et en 91, quand je la rencontre, elle doit faire la liste de ce qu'il y a, et elle ne veut pas le faire. Elle ne veut pas le faire, elle dit que c'est trop lourd de souvenirs. Je pense qu'il y avait aussi peut-être une idée un peu stratégique, parce que son idée, c'était quand même de passer le flambeau à la génération suivante. Et donc, j'étais étudiant à l'époque juste à côté de chez elle, et donc 2 fois par semaine, je me rendais à son appartement. Donc, elle avait un appartement assez grand, avec un salon, un petit meuble vitré qu'elle ouvrait. Il y avait une pile de documents entassés là, vraiment sans soin particulier. Elle y a fait attention, mais elle les a laissés quand même très entassés. Sa vie, c'était un entassement de choses de toute manière. Donc, elle m'a balancé ça sur la table, et puis elle m'a dit, ben, vas-y, commence. Le travail d'archivage et d'inventaire, elle le connaissait bien parce qu'elle était libraire, et donc elle faisait des tas d'archivage et d'inventaire en permanence. Elle ne voulait pas faire les documents, mais elle m'a expliqué comment faire. Donc voilà, ça a duré presque 2 ans, 2 fois par semaine. Je découvrais au fur et à mesure ce qu'il y avait, donc c'était complètement mélangé. Il y avait des dessins, il y avait des lettres, il y avait des documents administratifs. Au début, je la sollicitais beaucoup pour qu'elle m'explique un peu quelle était cette histoire. Et puis au bout d'un moment, je faisais ça un peu tout seul, et il y a eu aux alentours de, je crois, 400 documents, c'est ça, 400 documents. Et alors, au milieu de ça, bon, voilà, il y avait des papiers qui étaient pas forcément très intéressants, et puis il y avait une enveloppe avec des rouleaux, des bandes dessinées, dont un est exposé là devant vous. À l'époque, elle
On en parlera après. Elle ne savait pas tellement ce que c'était. Elle me dit c'est une bande dessinée. Elle était très souvent absente quand même de la maison parce que son travail essentiel, c'était quand même assistante sociale dans le sud, du côté de Montpellier, pour essayer de sortir des enfants et puis les sauver. Et puis quand elle ne pouvait pas, elle les envoyait à la maison d'Isieux. Donc je crois qu'il y a une partie quand même de la vie de la maison qu'elle ne connaissait pas tout à fait. Et donc on a découvert ensuite que c'était une lanterne magique. On vous en parlera tout à l'heure, quoi. Donc voilà, donc, au milieu de ces documents variés, il y a des choses absolument extraordinaires qui viennent remettre en avant la vie de ces enfants. Et c'est ça qui m'a un peu saisi quand même quand j'ai travaillé avec elle. Et puis qui font aujourd'hui... comment dire ça, presque un acte d'immortalité, quoi. Autant les dessins racontent quand même des histoires d'enfants, autant les lettres viennent raconter un peu plus l'angoisse qu'ils traversaient. Et quand on travaille avec les enfants sur la question du trauma, qui est un peu ma spécialité, c'est difficile avec eux de supporter l'angoisse quand ils sont face à des choses très compliquées. Et donc, ils font ce va-et-vient entre on est absolument abattu et puis non. La seconde qui suit, on vit et on fait comme si on pouvait oublier ce qui se passait. Et je trouve que c'est ce mouvement-là qu'on voit dans ces dessins qui sont absolument, pour certains, très joyeux. Et puis derrière, au dos des dessins, il y a des lettres qui sont particulièrement dramatiques. Voilà. Merci beaucoup, Simon. Et donc, je précise que vous avez donc inventorié tout ce qu'on va appeler le fonds Zlatin. Vous avez numéroté tous les documents un à un, vous les avez décrits et vous avez préparé le travail de la BNF. Et j'invite Loïc à venir nous rejoindre. Il a peut-être besoin de l'ordinateur. Cyril ? Voilà, merci. Donc, Loïc Lebaille est conservateur responsable des estampes et de la photo à la Bibliothèque nationale de France. Et c'est donc lui qui va réceptionner ce qu'on appelle le fonds Sabine Zlatin, dont vient de parler Simon. Donc, ce fonds est passé entre les mains de Simon, il l'a inventorié, il l'a classé. Et tout cela est arrivé un beau jour de 1992 13. Voilà. Et donc, Loïc, c'est vous qui réceptionnez ce fonds et vous allez maintenant nous... Alors, je n'étais pas encore à la BN. Elle n'était pas encore là. Bon. Mais en tout cas, vous allez nous en parler, nous dire de quoi il est constitué. Très bien. Et de quelle manière vous en prenez soin. Voilà. Donc, la collection est donnée par Sabine Zlatin à la Bibliothèque nationale en 1993. C'est une collection qu'elle destinait peut-être, sans doute, à la Maison d'Isieux, j'imagine, qui se crée à partir donc qui se profile dans l'association créée en 1988, donc l'association pour le mémorial. Cette association va racheter la Maison d'Isieux en 1990. Le mémorial va se créer en 1994. Sabine Zlatin a donc préparé ces documents qui auraient pu rejoindre la Maison d'Isieux, mais qu'elle va choisir de donner à la Bibliothèque nationale pour des raisons de conservation essentiellement. Pardonnez-moi. Voilà, merci. Voilà, elle dit je choisis comme lieu de mémoire la Bibliothèque nationale, c'est-à-dire la France. Le mémorial avait déjà cette ambition nationale et aujourd'hui une dimension internationale. Elle choisit la France, la Bibliothèque nationale, considérant que cette collection a une dimension mémorielle telle qu'elle constitue en quelque sorte un trésor national. Voilà, vous voyez à l'écran le catalogue de la collection, publié en 1994, qui s'appelle « Garde-le toujours ». Donc là, on revoit un des dessins de Max Tettelbaum. « Garde-le toujours », c'est le petit mot que Max adresse à son frère Hermann. Ce catalogue a donc été élaboré à partir des listes d'inventaire réalisées par Simon Pintel. Le catalogue est publié par Laure Beaumont-Maillet et Anne Grimbert, avec la collaboration de Simon.
Voilà, donc c'est un catalogue de collection avec une description des documents un à un, parfois par lot, avec quelques illustrations. Le catalogue donc, est publié en 1994. Une petite exposition a lieu dans le salon d'honneur de la Bibliothèque nationale sur le site Richelieu. Vous apercevez là Samuel Pintel, qui présente les rouleaux dans une vitrine, qui les présente, je crois, à sa fille. Voilà. On aperçoit aussi, à l'arrière-plan, une dame avec des cheveux blancs. C'est Madame Laure Beaumont-Maillet, qui est directrice du cabinet du département des estampes, du cabinet des estampes à l'époque. C'est elle donc, qui a accueilli la collection dans le département, à la réserve des estampes et de la photographie. La réserve étant le lieu où on conserve les documents les plus précieux et les plus rares. Je vais dire aussi un petit mot quand même de l'intermédiaire entre Sabine Zlatin, qui est libraire, qui est spécialisée dans les arts du spectacle, et Laure Beaumont-Maillet. La personne qui les a mises en relation, sans doute, c'est Madame Cécile Giteau, qui est la créatrice, la première directrice du département des arts du spectacle à la Bibliothèque nationale. Voilà, donc il y a une sorte de chaîne comme ça qui fait venir cette collection au département des estampes. En 2019, on peut noter donc on va dire un nouveau projet, un nouveau jalon dans l'histoire de cette collection. En 2018, la Bibliothèque nationale choisit de présenter dans l'exposition manuscrit de l'Extrême les rouleaux qui ont été restaurés. On verra quelques images de cette restauration dans quelques instants. Donc 2019, cette exposition, c'est aussi l'année où la Maison d'Izieux et la BNF se concertent pour lancer un nouveau projet autour de ces documents. Les rouleaux ont été exposés. Malheureusement, je n'ai pas d'image de l'exposition elle-même. En tout cas, ce projet nouveau implique une publication. Donc, l'ouvrage vient de paraître récemment. Une exposition à la Maison d'Izieux en 2022. Elle a été inaugurée le 6 avril dernier et elle se termine le 6 juillet prochain. Ce projet prévoit aussi une autre exposition au Musée d'art et d'histoire du judaïsme en 2023, au mois de janvier, une exposition qui durera 6 mois. Ce projet impliquait bien sûr de revisiter la collection, de restaurer les pièces dans leur intégralité. On avait travaillé jusque-là sur les rouleaux pour l'exposition précédente. Le projet impliquait aussi de numériser les pièces pour pouvoir donc valoriser le travail, pour pouvoir rénover par exemple l'exposition permanente à la Maison d'Izieux. Voilà, donc un chantier de numérisation, de restauration préalable, et pour pouvoir mener tout ça, un chantier de catalogage. Donc, à partir des éléments du catalogue publié sur papier en 1994, donc on va dire une reprise de toutes ces données pour produire des notices au catalogue informatisé permettant ensuite de gérer la numérisation pièce à pièce. Voilà, donc le travail, on a parlé de 404 documents. Dans le catalogue, initialement, il y a 289 numéros. Ça fait 404 notices bibliographiques créées qui donc décrivent les documents un à un. Ça a été l'occasion aussi de poursuivre l'identification des personnes nommées dans la collection, alors des adultes. On a parlé des enfants, ils sont 105 à être passés par Izieux. La collection en nomme 224 autres pour la période 1941-1942, à l'époque où Sabine Zlatin s'engage auprès de l'œuvre de secours aux enfants pour sauver les enfants des camps d'internement de la région de Montpellier. Voilà, donc c'était donc l'occasion de lancer ce travail d'identification qui était déjà réalisé par Izieux depuis des années. Alors,
je vais vous montrer quelques documents et voilà. Pour le moment, quelques images des rouleaux. Les rouleaux dont parlait Simon, qui donc, sont accueillis à la bibliothèque et conservés en leur état avant donc, cette restauration récente. On les voit ici roulés dans une boîte. On en voit un déroulé. Cette image donc, a déjà été vue récemment pour communiquer sur ce projet. Vous voyez que les rouleaux donc, sont restés sont arrivés à la bibliothèque dans un état, alors non pas de dégradation, mais de vieillissement, et que leur conformation, leur déformation empêchait de les voir convenablement, de les exposer d'une part, de les numériser ensuite. Vous voyez donc des dégradations, ici une déchirure. Donc tout un travail a été réalisé par les restauratrices de l'atelier de restauration du département des Estampes. Vous avez là à l'image Roxane Moine à gauche et Lisiane François à droite. Une troisième restauratrice, Nadège Duquerrois, n'est pas présente sur l'image. Elles ont donc pris soin pendant un temps très long de restaurer ces très longues bandes de dessin qu'il fallait, assouplir, qu'il fallait aplanir, tout en respectant bien sûr toutes les traces graphiques, les encres, les couleurs. Et donc, elles ont mis en place un dispositif pour, on va dire, assouplir, amollir les surfaces pour pouvoir retrouver la planéité. Avec un système de poids, par exemple, avec un système d'humidification très légère par des apports donc, très minimaux d'humidité pour ne pas donc, dégrader les couleurs. Et on arrive enfin à ce résultat donc, de rouleaux qui peuvent se déployer de façon beaucoup plus harmonieuse. Vous pourrez tout à l'heure voir dans la vitrine le début du rouleau d'Ivan Tsaravitch. Le conditionnement aussi, puisqu'on ne pouvait pas les laisser, on va dire, dans leur état de nudité totale. On a donc créé de nouveaux rouleaux, assez comparables d'ailleurs à ceux qu'on utilise pour les manuscrits orientaux, pour des manuscrits égyptiens. Donc là, c'est un dispositif qui est déjà bien, pratiqué à la Bibliothèque nationale. Voilà, ces documents occidentaux, je dirais, sont traités comme les pièces les plus précieuses des collections orientales. Un petit mot aussi sur donc, la restauration des documents. On a choisi de ne pas reconstituer les parties manquantes parce que les documents, les rouleaux le montrent, les autres dessins aussi, portent la trace de leur histoire. Alors la trace, par exemple, d'un punaisage dans la classe de l'école, la classe qui se trouve au premier étage de la maison. Un des enfants, d'ailleurs, dit qu'un de ses dessins a été accroché au mur. On peut aussi penser, en regardant ce document, au sauvetage des documents par Sabine Zlatin quelques semaines après la rafle. Elle revient dans la maison, protégée par quelqu'un du maquis, je crois. Le sauvetage se fait dans l'urgence. Elle arrache peut-être les documents du mur. On peut imaginer plein de choses. En tout cas, les documents doivent rester dans cet état, je dirais, initial. Voilà, c'est important qu'ils gardent les traces de leur histoire. Alors, un petit mot aussi sur les autres documents. Donc, la collection de Sabine Zlatin couvre la période 1927-1991, l'époque où elle clôt la constitution de la collection. Cette collection donc, réunit des pièces d'archives personnelles, d'archives professionnelles. Elle est donc assistante sociale pour l'œuvre de secours aux enfants à partir de 1941. On trouve dans cette collection aussi les archives de la Maison d'Isieux de mai 1943 au premier jour de 1944, avec des listes de présence, avec des cahiers de dépenses, avec toutes sortes de documents administratifs. Le projet global sur la collection
permis, parce que j'ai travaillé plus personnellement sur cette partie-là, sur la période 1941-1942, a permis de revoir les documents et de réévaluer les descriptions qui avaient été faites en 1994. À l'époque, en 1994, on ne disposait pas encore de tous les outils Internet qui facilitent la recherche. On n'accédait pas encore à des bases de données. Je pense à les bases créées par Serge Klarsfeld, comme le mémorial des enfants juifs déportés, qui est disponible en ligne, le mémorial de la déportation des Juifs de France, qui est en ligne. D'autres bases de données encore, comme la base des archives départementales des Pyrénées-Orientales, qui mettent en ligne donc les fichiers d'internement. Depuis l'époque aussi, ont été publiés d'autres ouvrages, comme je pense aux ouvrages de Cathy Hazan, qui a publié des ouvrages sur les maisons de Lauzet pendant cette période 1938-1945, en donnant des listes d'enfants. Donc on avait là les sources pour poursuivre la recherche sur l'identité des enfants nommés dans la collection. Alors ici, vous avez donc une lettre de service signée de Vivette Herman, Vivette Samuel, donc une personne très importante pour l'œuvre de secours aux enfants, qui informe son équipe, dont Sabine Zlatin fait partie, et c'est sans doute pour cette raison que ce document est dans la collection, qu'il informe son équipe donc de la libération de quelques enfants, Isolde Rathaus, Laka Boym, Marie Hortzeit. Certains de ces enfants ont pu être sauvés, envoyés en Suisse, certains ont été déportés. Ce document m'a beaucoup intéressé parce qu'il est question de 2 enfants, du petit Sandman, Eddie Sandman, et d'un certain Perels, qui n'était pas nommé dans le catalogue de 1994. J'ai fait des recherches et donc j'ai pu retrouver bien sûr l'identité de ces enfants, établir que le petit Eddie Sandman avait été déporté, et le petit Perels donc, est noté ici comme devant être remplacé. La formulation était étrange. En fait, cet enfant était avec sa mère dans le camp de Rivesaltes. Ils se sont enfuis le 21 février. La lettre date ici du 26 février 1942. Et on apprend ensuite, à travers les recherches, que Marguerite Perels et son petit garçon Robert ont fui vers Marseille, ont été repris. C'est une histoire tout à fait terrible. Ils vont être déportés tous les deux. Et à un arrêt du train, la mère va jeter son enfant par la lucarne du wagon. Il va être sauvé. Et donc ce monsieur a donné son témoignage assez récemment. Voilà, vous avez le visage ici en 2019 de Robert Perels, avec en arrière-plan une image symbolique d'un petit garçon sur des voies de chemin de fer. Alors ça c'est moins rigolo, ce sont des notices du catalogue informatisé qui permettent de gérer la numérisation. Voilà, donc un travail de fond, une restauration de l'ensemble des documents, une numérisation, et puis donc, je dirais, l'ouverture aussi d'un nouveau chantier de recherche qui permettront peut-être d'avoir de nouvelles informations aussi sur le parcours de Sabine Zlatin. Merci beaucoup Loïc Lebaille pour cette plongée dans le fond Zlatin. Je vais passer la parole à Stéphanie Boissard qui voulait peut-être nous faire un petit rappel aussi sur la manière dont le mémorial d'Isieux lui-même recueille, traite des documents de son côté, pendant que la BNF, ce magnifique travail, vous avez vu comme ils prennent soin des dessins. La Maison d'Isieux aussi opère ce travail. Si vous pouvez être assez synthétique. Oui, parce qu'après, il faudra un petit temps d'échange avec la salle. Et là, on a le film aussi à voir après. Merci. Tout à fait. Oui, alors bien évidemment, la Maison d'Isieux poursuit son travail de recherche et aussi de conservation. Le premier fonds qui a été à la Maison d'Isieux, c'est bien évidemment celui de Sabine Zlatin. À son décès, la Maison d'Isieux, elle fait de la Maison d'Isieux son légataire universel et nous recueillons tous les papiers privés de Madame Zlatin. C'est un petit peu,
je dirais, la suite du fonds qui est à la BNF. Et l'ensemble de ce fonds documente toutes les activités et les engagements de Madame Zlatin tout au long de sa vie. Et donc certaines pièces, effectivement, concernent la colonie, certaines photos aussi. Et donc, à partir de ces pièces, la maison poursuit son travail de recherche. Ne pas oublier que les missions de la maison, c'est de documenter toujours plus, comprendre le parcours des enfants et éduquer aussi, et chercher, éduquer contre le crime, contre l'humanité. Donc, en fait, ça fait partie de ce travail des missions de la maison. Le travail, alors il y a eu vraiment une étape franchie, c'est en 2015 quand la maison a pu être dotée grâce au projet de construction avec un nouveau bâtiment construit qui a permis d'avoir des réserves. Donc maintenant, à partir de 2015, la maison peut vraiment assumer sa fonction de lieu de conservation en plus de lieu de recherche, et c'est quand même tout à fait important parce que ça a aussi déclenché un certain nombre de dons de fonds qui sont tout à fait pertinents par rapport aux thématiques qui sont travaillées, et ça a été vraiment la possibilité de garder ces traces en fait de l'histoire, et toutes ces traces que l'on garde, qui sont ces archives que l'on protège, c'est vraiment tout ce qui est le matériau de connaissance qui permet ensuite de faire les activités qui sont proposées à la maison, que ce soit vraiment en termes de production d'ateliers auprès des scolaires ou des adultes, que ce soit en termes d'application numérique, par exemple. C'est vraiment fondamental d'avoir ce matériau d'histoire, ces traces que l'on peut conserver, que l'on peut aussi accueillir. Beaucoup de dons sont faits. Tout récemment, on a eu des dons suite à un travail qu'on a fait sur cette commémoration dont parlait Simon, pardon. Et donc, c'est aussi doter la maison de compétences aussi qui sont très importantes, et de possibilités de développement aussi sur des registres qui sont tout à fait décisifs. Donc, à la fois lieu de recherche, lieu de conservation, et évidemment aussi lieu d'éducation et de transmission. C'est tout ce matériau qui nous permet de faire le travail et de valoriser l'ensemble de ces fonds conservés, protégés, pour qu'ensuite ils soient accessibles et sous différentes formes donnés à voir à nos visiteurs et à ceux qui viennent à la maison. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie. Donc nous allons rentrer dans la dernière séquence de notre soirée. Vous avez vu, on vous a parlé du recueil de toutes ces traces de la mémoire, de ces dessins, de ces photos, la manière dont ils sont conservés, à la fois par la BNF et la Maison d'Isieux. Et la BNF est aussi éditeur, et c'est aussi une des grandes raisons de cette soirée-là, puisque est produit, vous avez vu tout à l'heure le tout premier catalogue du Fonds Zlatin, mais la BNF aujourd'hui édite un tout nouveau catalogue grâce au travail qui a été fait sur les dessins et les rouleaux. Et je vais donc demander à Cécile Martin, qui est précisément éditrice à la BNF, de nous expliquer ce travail d'édition et d'aborder dans son intervention les fameux rouleaux dont on vous a parlé, c'est-à-dire ce qu'on appelle la lanterne magique d'Isieux, ces bandes dessinées qu'avaient fabriquées les enfants et qui ont donné lieu à un film reconstitué. Ça sera la dernière partie de notre soirée dont François vous parlera tout à l'heure. Et donc l'Eporello fabriqué par la BNF. Cécile, je vous laisse nous présenter. Oui, bonsoir. Donc en fait, quand il y a eu ce renouveau du partenariat entre la Bibliothèque nationale de France et la Maison d'Isieux, à la faveur donc des projets d'exposition qui ont été cités, s'est imposé aussi très tôt en fait la nécessité de faire une nouvelle publication qui soit à même de valoriser les traces, les fragments de vie que constituent les dessins, les lettres et les photographies des enfants, dont Stéphanie a parlé tout à l'heure. En disant qu'effectivement, ce qui frappe quand on regarde ces pièces d'un premier abord, c'est que les dessins ne racontent pas la guerre, mais effectivement qui transmettent une charge émotionnelle et de vie très, très prégnante et qui est presque intacte encore aujourd'hui. Et donc l'idée, c'était de partir de ces traces-là pour raconter l'histoire de cette colonie à destination du public le plus large possible.
Donc c'était vraiment ça qui apparaissait comme une nouvelle nécessité en 2022. Et donc c'est cet ouvrage que vous voyez à l'écran, On jouait, on s'amusait, on chantait, qui a donc été écrit à 6 mains par Dominique Vidot et Stéphanie Boissard de la Maison des Yeux et Loïc Lebaille donc de la BNF. Et donc l'idée, c'était à la fois de redonner du contexte historique dans une première partie, la partie s'intitule « Un sauvetage d'une tragédie », et dans une deuxième partie centrale, de raconter ce qu'a été très concrètement cette petite année de vie à la Maison des Yeux, à travers les traces que les enfants et les adultes ont laissées. Donc de raconter comment est-ce qu'on mange en temps de guerre, comment est-ce qu'on se ravitaille. Et là, Miron tient un livre de contes où il liste très consciencieusement les différents achats, les légumes achetés au marché. Donc on a aussi abordé cette question dont les enfants parlent aussi dans leurs lettres, des liens de solidarité qui peuvent se tisser avec les villages voisins, les voisins eux-mêmes. Et bien sûr, et c'est central aussi dans l'ouvrage, raconter les loisirs, les fêtes et toute cette énergie créatrice qui a aussi animé les enfants pendant toute cette année. Donc évidemment, les dessins sont au cœur de l'ouvrage, les lettres qu'ils ont écrites, les petites pièces de théâtre qu'on a pu retrouver. Je vous interromps juste un instant pour dire aussi qu'il y avait une classe à la Maison des Yeux et qu'il y a une des listes des enfants qui était tenue par l'institutrice et qui montrait aussi les mouvements que les enfants faisaient en arrivant au fur et à mesure de l'année. Absolument. Et d'ailleurs, au dos des rouleaux dont on va parler tout à l'heure, on a retrouvé des exercices de français, de calcul, des tout petits fragments, puisque il y avait très peu de papier pendant la guerre, et donc on voit qu'il y a eu aussi un vrai travail de recyclage, et on peut retrouver comme ça ces instants de vie sur chacun des objets laissés. Donc pour faire cet ouvrage, on s'est aussi posé beaucoup de questions techniques, faire une maquette qui soit le mieux à même de valoriser ces paroles et images des enfants. Trouver un format qui soit assez, pas trop grand, mais quand même suffisamment pour les mettre en valeur, mais en même temps permettre une lecture assez intime de cette histoire. Et plus on se plongeait dans les documents, et plus on était évidemment impressionné par ces rouleaux, qui sont particulièrement hors normes parmi les traces laissées par les enfants. Et donc, parallèlement au livre, est née l'idée de proposer un fac-similé d'un des rouleaux des enfants. Alors, on s'est beaucoup interrogé sur la manière de réaliser ça techniquement. Et donc, on a opté pour la forme d'un leporello. Donc, c'est un livre à l'italienne qui se déploie, en fait, et qui permet donc de montrer quasiment à taille réelle l'une des histoires faites par les enfants. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Et donc, vous voyez... C'est gentil. Et donc, vous voyez à l'image le fameux leporello dont parle Cécile, donc inspiré des rouleaux originaux qui sont ici, sous vos yeux, et donc qui est fabriqué, qui est en vente au Mémorial, à la BNF aussi, je suppose. Hein. Absolument, et dans toutes les librairies d'ailleurs. Et dans toutes les librairies, donc depuis quelques jours, j'allais dire. Hein. C'est vraiment, c'est en ce moment que tout ça est édité. Voilà. Et donc, ces rouleaux ont donné lieu à la réalisation d'un film d'animation. Je ne sais pas si on va dire comme ça. François va l'expliquer. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà. Oui, je préfère utiliser le terme film d'animation que dessin animé. Tout d'abord, je voudrais vraiment remercier Dominique Vidot qui nous a fait confiance à la Société Parmi les Lucioles à Valence pour mettre en œuvre un projet assez délicat, plutôt délicat, très délicat, qui était de partir de ces documents qui sont des instantanés figés de la vie des enfants d'Isieux et de la vie d'Isieux, pour tout d'un coup leur donner le mouvement. Et donner ce mouvement, ça voulait dire qu'il fallait vraiment pénétrer, essayer de pénétrer dans l'esprit des enfants et dans leurs gestes pour reproduire les mêmes, parce que notre objectif principal et essentiel et que nous avons toujours cherché pour lequel nous avons toujours cherché à préserver, qui était en effet de respecter absolument le trait, l'intention des enfants. Alors on avait un très beau matériel, qui était à la fois les 5 pages que nous ont laissées les enfants, qui est toujours le début d'un film, à savoir un script, qui est l'équivalent d'un scénario, et sur ces 5 pages, ils écrivent, ils décrivent, ils donnent un récit, avec beaucoup d'informations sur des territoires, sur des personnages, sur des actions.
et des dialogues, bien entendu. Donc on avait l'élément de base de fabrication d'un film, qui était ce script, et on avait, puisque nous avons traité aujourd'hui que le film, que la partie Ivan Tsarevitch, on avait 74 dessins des enfants qui sont là, sous vos yeux, constitués en rouleau, et qu'il nous fallait tout d'un coup nous dire, bon ben voilà, on va faire un film d'animation, comment on anime ça? Ces dessins ne sont évidemment qu'une partie pour faire un film, donc on a dû mettre en place avec Jérôme Duc-Mauger, le fondateur et producteur de ce film, fondateur de la société et producteur du film, une réflexion pour mener à bien ce travail. Et évidemment, c'est un travail qui a une puissance mémorielle incroyable, donc on ne pouvait pas aborder ce projet-là comme une simple industrie de fabrication de dessins animés. Et c'est là que nous avons entrepris une collaboration très intense avec l'école Émile Coll, dont on vous a parlé tout à l'heure, qui est une véritable ruche d'énergie et de créativité, et dont je remercie Laurent Poilot ici présent, pour mettre en place et respecter aussi la cohérence avec l'intention et l'idée de transmission dont on vient de parler Stéphanie, dont vient de parler Dominique. Et pour cela, nous avons fait appel à des jeunes qui étaient juste diplômés de l'école Émile Coll, à qui on a présenté le projet. Très sincèrement, aucun ou très peu connaissait Lisieux, encore moins les rouleaux, encore moins ses dessins. Nous non plus d'ailleurs, on ne connaissait pas les dessins, je vais vous le dire franchement. Et qui, on leur a parlé des projets, on leur a montré les éditions qui ont été faites sur ces livres, ils ont été tout à fait séduits. Et on leur a dit banco, on y va. Mais on leur dit banco avec une intention réelle de leur donner la main, de leur passer la main pour qu'eux-mêmes prennent l'initiative de réfléchir comment fabriquer ça. Ils ont toutes les compétences artistiques, techniques pour dessiner, pour animer, mais on leur demandait de réfléchir aussi autrement, qui est à savoir qu'est-ce qu'on fait de ces dessins et qu'est-ce qu'on dit. Donc on leur a confié la main, c'est-à-dire que volontairement on n'a pas mis de réalisateur en place sur ce projet-là, et c'est une petite équipe, en tout une dizaine de personnes qui ont travaillé sur ce film, dont 6 jeunes étudiants, juste diplômés, qui ont entre 22 et 25 ans, et qui ont pris en charge ça avec une volonté, une motivation, mais qui nous laissent baba en fait. Mais c'était assez merveilleux. Et de ce fait, ils prennent la relève par rapport à la mémoire de ces enfants, par rapport au principe de transmettre, qui est cher donc au mémorial. Et on est parti comme ça, et on leur a confié les rênes du travail. Donc j'ai eu le plaisir de diriger, c'est-à-dire qu'en effet, il fallait bien mettre en place une démarche. La première, c'était de se dire, bon ben voilà, comment on fait? Alors, un principe tout simple, hein, on a fait une lecture du récit qu'on a enregistré. Ça nous a donné la trame narrative de l'histoire d'Ivan Tsarevitch, qu'on a mis sur une machine de montage. Le récit lu faisait à peu près 10 minutes. On s'est dit, on a un film de 10 ou 12 minutes, maintenant qu'il faut remplir. Et sur chacun des éléments du récit ou des dialogues, on a positionné les 74 dessins des enfants d'Lisieux. Mais entre chaque dessin, il y avait des trous. Évidemment, il y avait des espaces assez conséquents qu'il fallait remplir. Et là, c'était tout notre travail de créer les plans intermédiaires. Globalement, 74 dessins, le film fait 320 plans. Donc vous faites la différence, il y a à peu près 250 dessins qu'il a fallu qu'on imagine en respectant fidèlement le récit des enfants et leurs intentions. Voilà. Et ce travail était fabuleux parce que, bien entendu, on a l'outil numérique, donc c'était pas du tout la même chose, mais on s'est dit pour restituer ça, d'une part, on avait une contrainte technique, c'est que vous pourrez le voir, c'est que tous les dessins ont un format vertical, ce qui ne correspond pas, bien sûr, à une projection télévisuelle. Donc, il a fallu tout découper chaque dessin, retirer en effet les éléments des personnages, les dissocier des éléments des corps. On a reconstitué à partir de fragments qui ont été scannés là, sur les éléments que nous ont donné la BNF, le fond papier quadrillé du collège, un peu jauni, et dessus, on a réappliqué en fait tous les décors qu'on a dû aménager, agrandir, parce qu'on n'est plus dans le même format, et pour lequel on a repositionné les originaux des enfants dans l'axe de mise en scène qu'ils avaient prévu, eux, dans leur bande dessinée. Et ensuite, on a aménagé tout le reste, puisqu'évidemment, il manquait des espaces. Donc, on a dû aménager, organiser tout ça. Et donc, ça a été un travail sur 8 mois. 8 mois où on a eu 6 dessinateurs, 6 dessinatrices essentiellement. On a eu qu'un garçon qui nous a suivis dessus, qui sont intervenus, qui ont fait tout le nécessaire pour essayer de retrouver le coup de main de ces enfants dans le geste. Parce que comme vous voyez, les dessins, comme vous le verrez tout à l'heure, et vous pouvez le voir sur là,
les enfants traitent le dessin d'une manière très enfantine, très enfantine. Et puis ensuite, il a fallu adapter les modèles des personnages, pour lesquels on a fait en fait une belle analyse en fait des dessins originaux. Et là, on a pu constater qu'en fait, c'est pas une même main qui a fabriqué les personnages, et qu'en fait, il y a eu un relais entre plusieurs enfants. Lesquels? Parce que les dessins, en effet, il y avait un modèle. Tout d'un coup, Ivan Tsarevitch était grand et allongé. L'autre dessin était un peu plus trapu. Enfin, et donc, il a fallu harmoniser tout ça. Mais ce qui est surtout étonnant, quand on a fait l'analyse de ces dessins, c'est de voir la précision de ce qu'ils représentaient. C'est-à-dire les costumes, les décors, les armes, même les chevaux. Les chevaux qui sont montrés dans ces dessins, c'est pas des percherons ou des boulonneux de chez nous. Ce sont vraiment des petits chevaux des steppes d'Asie centrale. Même les harnais, on s'est rendu compte qu'ils ont respecté tout. C'est-à-dire que les chevaux n'ont pas de mort. C'est des acamors, je crois qu'on appelle ça, qui sont des espèces de sang qu'on met autour du museau du cheval et qui permettait de driver. Donc il n'y a pas d'erreur. Tout est d'une précision incroyable. Et donc, il fallait suivre ça. Alors, évidemment, avant de mettre en route tout ça, on a d'abord fait une recherche. On a constaté des choses sur les dessins et on a fait une recherche pour voir mais quelles pouvaient être les références, d'une part graphique et d'autre part par rapport à l'histoire. Alors, c'est l'histoire d'Ivan Tsarevitch. Ivan Tsarevitch est un personnage folklorique. François, oui. On ne va pas trop en dire sur l'histoire. Oui. Parce que je vous propose... avant de lancer le film, on va terminer avec ce film, la soirée, si vous voulez bien. Juste peut-être, Dominique Vidot, pour conclure la soirée avant le film, on va entendre des voix qui vont nous raconter, avec vos images, François, et ces voix, ce sont celles de collégiens. J'aimerais que vous nous en parliez très rapidement pour nous dire aussi le sens que vous attribuez à la Maison d'Isieux en termes pédagogiques, en termes de transmission. Oui. Alors... Ça marche. Oui. Effectivement, François a bien expliqué toute l'analyse qu'ils ont dû réaliser pour adapter ces dessins et en faire un dessin d'animation, un film d'animation, pardon. L'autre aspect important du projet, c'est que on s'est très vite rendu compte, le studio et nous bien sûr, que pour que ça fonctionne, ce film, il fallait que les voix soient celles de collégiens d'aujourd'hui. En gros, que ce film, finalement, soit le témoignage d'une veillée de l'été 43 à Isieux. Puisque c'était ça le principe, c'était en fait cette lanterne magique, elle fonctionnait lors des veillées d'été en 43. Ça s'est probablement un peu prolongé aussi sur 44, mais Samuel, ici présent par exemple, qui a été enfant réfugié à Isieux entre novembre 43 et janvier 44, a toujours dit qu'il n'avait jamais assisté à une seule de ces projections. Donc on suppose que c'est surtout durant l'été. Et comme l'a très bien dit François, les voix étaient prises en charge par les enfants eux-mêmes. Les bruitages étaient faits par les enfants eux-mêmes. La narration était faite par les enfants. Les dialogues aussi. Donc il fallait absolument retrouver, pour ce film d'animation, il fallait retrouver ça. Et là, on a eu l'idée de faire intervenir sur ce projet une classe avec laquelle on travaille depuis 6 ans maintenant, qui est une classe d'UPE2A dans le jargon éducation nationale, c'est-à-dire une classe de primo-arrivants, d'enfants qui ne parlent pas très bien français. C'était bien pour nous parce qu'on savait que dans la colonie, certains des enfants maîtrisaient pas très bien le français toujours. Hein. Il y en avait qui venaient de Pologne, il y en a qui venaient de Hongrie, d'Allemagne, beaucoup d'Autriche. On a parlé de Géorgie. Géorgie était germanophone, bien sûr. Et donc, ils avaient appris le français à peu près durant leur pérégrination avant d'arriver à Isieux, mais enfin, c'était certainement pas avec des accents d'Île-de-France. Et on avait voulu aussi, c'est l'intention première, que justement créer pour recréer les veillées, de créer aussi des situations de voix qui prennent en charge le français, qui s'efforcent de le faire très très bien, mais avec des aspérités, avec des grains qui soient la preuve de la diversité de leurs origines. Et du coup, voilà, c'est une classe de ce type d'élèves qui primo-arrivants, dont les familles viennent d'arriver en France en général, qui viennent du monde entier,
et qui est situé à Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise, à qui on a confié, en plein accord bien sûr avec le studio et nous, à qui on a confié le soin de faire la bande-son en quelque sorte. Voilà. Donc, merci beaucoup Dominique. Donc voilà le sens du travail de la Maison des Yeux qui est résumé dans ce projet, la Maison des Yeux que je vous invite à visiter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et donc pour terminer cette soirée, j'aurais bien souhaité qu'on diffuse le film, qu'on fasse peut-être le noir dans la salle. Et on va, comme on a commencé la soirée avec une lecture, on va terminer avec le film et les dessins des enfants et la voix des collégiens de Vaux-en-Velin. Merci. Notre conférence, mais on avait prévu, alors le temps a tourné, on avait prévu un temps d'échange. Donc si vous souhaitez vraiment poser des questions à nos invités, aux intervenants, n'hésitez pas. Vous levez la main, je tends le micro. En même temps, il y a eu une telle richesse d'informations, de commentaires, beaucoup aussi de choses émouvantes, de témoignages historiques avec Serge Klarsfeld. Si vous souhaitez des précisions n'hésitez pas. Je vois qu'il y a des jeunes gens qui ne connaissent pas forcément l'histoire d'Isieux. Non, ça va. Je vous laisse conclure, François. Oui, je voulais vous remercier tous et vous dire, vous le verrez en sortant, mais que la librairie a eu l'amabilité de préparer vous verrez des livres, et en particulier ce dont on a parlé ce soir. Voilà, merci à tous, merci au public et merci à vous sur scène.